Well, it's not night. Ouais, du coup, aujourd'hui on va parler de Knights. L'histoire de Knights, elle est assez étrange, et pour aller vite et pas faire comme ces 400 youtubeurs qui lisent des pages Wikipédia, je vais résumer. Surtout, vous allez comprendre assez vite que mon intérêt pour le jeu est pas forcément lié à l'histoire de l'origine du personnage. Mais en gros, chez Sega en 96, c'est la crise. La Sega Saturn, leur nouvelle console, après le succès énorme de la Mega Drive, qui je vous rappelle est la première console à avoir rivalisé avec Nintendo dans le domaine du coup des consoles de salon, bah la Saturn c'est un peu un bide. C'est un succès assez correct au Japon, mais en Europe et aux USA, elle fait face à la PlayStation qui l'écrase complètement. Et puis un peu plus tard, à la Nintendo 64, qui avec des jeux comme Mario 64 ou GoldenEye est peut-être un peu moins intéressante, mais a une aura de culte complet que la Saturn n'aura jamais. La Saturn qui a été lancée et utilisée comme une console censée ramener les jeux d'arcade sur salon, est à la base une console 2D, mais surtout n'a pas de killer app, c'est-à-dire un jeu qui rendrait la possession de la console complètement impérative et qui ensuite du coup fidéliserait le joueur. La mascotte de la compagnie, Sonic, a été confiée à l'équipe américaine de développement, la Sega Technical Institute, qui du coup avec leur jeu Sonic Extreme tente de créer quelque chose de nouveau, comme un jeu en 3D, avec le personnage, qui du coup reprendrait l'énergie des jeux 2D de la franchise. Cependant, Sonic Extreme finit par être annulé, après avoir été refusé par l'équipe originale japonaise de Sega, et même moqué par l'un des créateurs de la mascotte, Yuji Naka, qui de manière assez célèbre leur a souhaité bonne chance après avoir vu une version de démo. Il manque donc à la Saturn une mascotte, un jeu qui va devenir un peu de pair avec la console dans l'imaginaire collectif, et parce qu'en vrai il y a des jeux assez cool sur Saturn, Panzer Dragoon, Virtua Fighter ou encore Sakura Taisen qui m'obsèdent complètement depuis que j'ai découvert le générique animé. Cependant, on n'y trouve rien qui frappe autant qu'un Mario 64 ou qu'un Final Fantasy VII, et c'est pas Bug qui va faire l'affaire. Ça fait de la Saturn une console super mystérieuse, qui me passionne complètement, et je pense que le jour où j'arriverai à en trouver une pas trop chère, je ferai une vidéo dessus où j'explorerai un petit peu ce que j'y trouve, parce que je pense que c'est super intéressant. Bref, pendant que Sega of America galérait sur Sonic, la Sonic Team, c'est-à-dire l'équipe japonaise originale, était elle au train de créer sa nouvelle mascotte, avec le premier jeu en 3D, qui l'a accompagné, Nights into Dreams, qui est au final l'un des plus grands succès de la Sega Saturn. Jeu en 2D, mais dans un endroit en 3D, c'est-à-dire qu'on bouge les personnages sur un plan en 2 dimensions, mais que le fond est en 3 dimensions et que la caméra parfois fait des effets de 3 dimensions. Ils ont même dû créer un pad spécial, car le mouvement était analogique, c'est-à-dire non limité aux 8 directions d'une croix directionnelle, un peu comme Mario faisait à cette époque-là. Mais ça, on va y revenir. Parce que moi, à cette époque, en fait, j'étais juste pas né. Et Night, j'ai découvert avec sa seule et unique suite, Night Journey of Dreams, dans Nintendo Magazine, un jour de décembre 2007. Je sais pas trop ce qui m'a plu dans cette publicité, mais je pense que c'est le design du personnage principal. Le fait est que quelques mois plus tard, en février 2007, je me suis fait offrir ce jeu, à peine quelques mois après avoir eu ma Wii. Et du coup, Night Journey of Dreams, c'est un jeu qui m'est toujours resté en tête, auquel je n'ai jamais rejoué depuis cette époque, mais qui est toujours resté un petit peu là, dans une partie de moi et de ma connaissance générale du jeu vidéo. Mais après ma vidéo précédente, et surtout la sortie de Balan Wonderworld, du coup le dernier jeu de Yuji Naka, qui me rappelle Nights à plusieurs niveaux, notamment esthétique, j'avais très envie d'y revenir. Principalement du coup à cette suite sur Wii, mais déjà un peu avec le jeu original que j'ai découvert plus sur le tard. Nights into Dreams, pour un peu situer l'histoire et du coup l'univers du jeu, c'est un jeu qui se passe dans les rêves de 2 enfants. Confrontés à des problèmes dans leur vie, ils se retrouvent du coup à la rencontre de Night, cette créature uniquement présente dans les rêves, dans le monde des rêves appelé Nightopia, qui leur permet de découvrir du coup le monde de leurs rêves et surtout d'affronter leurs cauchemars, représentés par des Nightmares, des créatures démoniaques, d'une manière à affronter ensuite la réalité. Et c'est un jeu ultra ludique, complètement arcade, d'une manière de faire qui maintenant n'existe plus. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que l'univers du jeu ne répond qu'à une logique simple, formée uniquement autour de la boucle de gameplay complètement basique du jeu. Knights volent, Knights passent dans des cercles et récupèrent des orbes pour passer au niveau suivant. Seulement 2 boutons. Un stick pour tourner et un bouton pour accélérer. On tourne sur soi-même pour récupérer les objets compris dans la boucle. On tourne en boucle dans les niveaux jusqu'à récupérer assez d'orbes. On affronte un boss. Il y a 7 niveaux. C'est bouclé en 1 heure de jeu, 2 maximum. La logique simpliste du jeu est aujourd'hui, quand on y repense, peut-être sa plus grande force.
En effet, le jeu prend de Sonic sa logique euphorisante de récompense constante dans l'espace du jeu. Knights va vite, vole vite, et enchaîne les boosts de vitesse et situations spectaculaires qui mettent en place du coup le début de la 3D, à l'époque tout nouveau. L'ambiance colorée du Sega Blue Sky, très chère à mon cœur, est complètement retranscrite, avec une fantaisie et un plaisir d'avancer et de découvrir la suite qui est sans cesse renouvelée. Et c'est encore mieux dans les combats de boss, super créatifs et qui visuellement se passent dans le monde des cauchemars, complètement différent de celui des niveaux. Le refus complet d'explication par le jeu, qui ne tutorialise absolument rien et laisse le joueur complètement libre, peut dans un premier temps effrayer, mais il amène surtout à la place une sorte de confusion qui peut causer quelques défaites, mais au final c'est pas très grave, parce que la simplicité du jeu et de la boucle de gameplay rend une défaite assez bénigne. Recommencer un niveau, c'est surtout se donner une opportunité d'améliorer son score. C'est un jeu très ludocentré, très systématique, c'est-à-dire dans l'optique d'une répétition d'un mouvement ou d'une répétition d'une chose jusqu'à la maîtrise, qui du coup amène le joueur à refaire les niveaux sans cesse afin d'obtenir un score parfait donné ici par le jeu par un rang. Et du coup cette esthétique ludocentrée et rêveuse amène un esprit très psychédélique au tout. Les choses n'ont pas forcément à faire sens d'un point de vue objectif car elles sont logiques non seulement à la diégèse, donc l'univers du jeu, donc les rêves, mais aussi au gameplay. Et c'est comme ça que Knights propose des visions comme on en voyait très peu à l'époque, enchantées par les débuts de la 3D, avec les textures très grossières et les polygones très apparents, mais aussi par la très jolie musique de Tomoko Sasaki, Naofumi Ataya et Fumie Kumatani. Cependant, le psychédélisme, même si les limitations techniques ont des avantages, notamment cette espèce d'apparition du niveau sous les pieds que je trouve assez fascinant, ils ne permettent pas un niveau de détail et donc d'originalité suprême. On reste un peu dans les poncifs assez classiques du niveau des prés, du niveau de la neige, etc. Un seul niveau, le Soft Museum, c'est-à-dire le musée mou, arrive un petit peu dans ses idées plus psychédéliques et un peu plus intéressantes. La boucle de gameplay est cependant complètement addictive, et le mélange d'un mouvement de personnage en 2D et d'un fond en 3D permet un meilleur des deux mondes, entre le plaisir assumé d'un Sonic en 2D où la maîtrise et les séquences qui se jouent toutes seules, mais complètement euphorisantes par leur vitesse et surtout leur visuel, sont là, et aussi cette mise en scène du plaisir que l'on retrouvera plus tard dans des jeux comme Sonic Adventure ou Jet Set Radio sur la console suivante de Sega, la Dreamcast. Donc sacré succès, qui a permis de vendre une nouvelle manette, donc encore plus d'argent rentré, et puis ensuite rien. À part une petite démo sortie gratuitement pour Noël, qui reprend le premier niveau et quelques bonus, notamment la première apparition de Sonic en 3D dans un jeu. Mais sinon rien, pas de suite, une apparition dans Sonic Adventure, et puis c'est tout. 11 ans plus tard, une suite sur Wii, mais assez ignorée. Personne n'en parle, personne ne l'évoque, et même les fans les plus hardcore de Sega ignorent un peu ce jeu qui pourtant m'a passionné quand j'étais môme. Et qu'est-ce qu'il en est en 2022 ? C'est à la fois un peu plus riche, et souvent un peu plus compliqué que le jeu original, à la fois d'un point de vue de la difficulté et d'un point de vue de la créativité. Mais surtout, il ne perd pas, ce qui est le plus important dans une œuvre de création, l'envie de bien faire et un vrai supplément d'âme. On va commencer par ce qui frappe dès le début. Quand il a envie de l'être, le jeu est vraiment très beau. Les cinématiques d'introduction sont juste enchanteresses et magnifiques. Les niveaux sont plus poussés et encore plus psychédéliques que la version Saturn. Les avancées technologiques permettent des folies plus poussées, détaillées et créatives. J'aime beaucoup le niveau sous l'eau, j'aime beaucoup la ville des néons, et j'adore le boss caméléon, juste regardez-le. Certains personnages présentés dans le jeu original, comme Reala, penchant négatif de Knights, sont développés et augmentés par une narration, qu'on va qualifier de simpliste, mais qui marche pas trop mal. La technique permet encore plus de surprises pendant les boss fights, genre regardez ça. C'est vraiment génial, j'adore. Ils ont aussi donné une voix féminine à Knights alors qu'il était référé comme un heel par les personnages. Ça continue de pousser un peu le côté androgyne, assez rêveur du personnage, qui je trouve marche très très bien. Je sais qu'il y avait des soucis avec le doublage de Knights à l'époque, moi je trouve ça très très efficace. Mais la musique surtout est l'une des meilleures soundtracks que j'ai pu entendre récemment. En reprenant du coup les compositeurs originaux, il crée une sorte de soundscape ultra créatif et complètement enchanteur, qui vraiment porte de grandes parties du jeu sur ses épaules tout seul.
Esthétiquement, le jeu est donc une vraie réussite. Là où Night sur Saturn pouvait se retrouver un peu limité par la console, sur Wii, les créateurs se sont complètement lâchés avec une direction artistique qui approche la perfection. Et c'est là qu'on peut se poser quelques questions sur des choix de gameplay purs faits ensuite, et surtout principalement vis-à-vis du jeu Saturn original. Dans le premier jeu, les niveaux, même si limités par la console, étaient complètement explorables à pied par les personnages humains. C'est-à-dire que si le joueur le voulait, il pouvait prendre son temps et vraiment aller voir toutes les zones différentes. Certes, il y avait un timer qui limitait le temps passable avec les personnages humains, avant qu'un ennemi arrive nous réveiller et causer la fin du niveau, mais cependant, avec un peu d'effort, un peu de passion, on pouvait explorer ces zones en 3D et même faire les niveaux tout seul, comme une version différente, un peu moins agréable, mais pour les complétionnistes des niveaux. Dans Journey of Dreams, du coup la suite sur Wii, si le jeu propose plus à voir, on peut explorer à pied que des petites zones facultatives sans vraiment rien d'intérêt. Ce qui limite le joueur à une vision des décors, soit limitée par la rapidité du mouvement de Night qui ne permet qu'une appréciation limitée des environnements qui sont pourtant dingues, comme ce niveau de canyon qui se transforme en oasis quand on touche un certain élément en volant, mais au final on l'observe peu. Et c'est dommage parce que d'un point de vue de la direction artistique, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, je m'excuse parce que vous pouvez voir du coup que les images sont assez floues. Mon ordinateur n'est pas assez bon pour faire tourner en même temps un émulateur Wii qui du coup permettrait une image plus propre. Ce qui fait que j'ai connecté ma Wii directement à mon ordinateur par une carte de capture pour prendre les images. Ça a été un petit peu compliqué au début, mais du coup j'arrive pas à avoir une image qui est meilleure que celle que la Wii peut donner de base. Donc c'est moins beau que ce qu'on peut voir autre part, mais au moins dites-vous que c'est original, que c'est ça la vraie image, quoi. Mais du coup on peut se demander pourquoi ces limitations esthétiques, ou de moins d'exploration, parce qu'au niveau du jeu c'est déjà un peu plus compliqué. Et déjà, et c'est un comble pour le jeu ayant forcé Sega à inventer un pad analogique, mais les contrôles classiques, c'est-à-dire avec le combo d'une Wiimote et d'un Nunchuck, donc avec quand même un stick, ils se font qu'en 8 directions. C'est-à-dire comme une croix directionnelle, haut, bas, les deux côtés et les diagonales. La différence entre les deux jeux elle est flagrante, et là où l'original se contrôle vraiment parfaitement comme dans un rêve même en 2022, la suite est parfois aux limites du injouable. Entre ce qui est demandé et le temps de réaction possible avec les contrôles donnés, c'est vraiment pas fou. Il paraît qu'on peut aussi jouer avec la manette classique sur Wii, moi je n'en ai pas. A priori elle a un vrai pad analogique, peut-être que ça rend le jeu plus jouable, mais j'en doute. Et la dernière alternative c'est de pointer la Wiimote à l'écran pour guider Night, et ça franchement non merci. Le jeu devient donc vite très frustrant, la faute à ses contrôles peu précis et à la vitesse du jeu. Et puis il y a deux autres éléments qui continuent de rendre l'expérience un peu plus amère. Premièrement, le jeu est basé sur un système de missions. Chaque monde contient 5 niveaux organisés dans un ordre précis. Le premier est un niveau classique, comme dans le jeu Saturn, il faut tourner autour d'une piste, récupérer des objets et battre un boss. Et le dernier, à chaque fois, est une version plus dure du boss. Ce qu'il y a au milieu, c'est assez aléatoire. On y retrouve un défi de combo qui demande de récupérer plus de 30 objets à la suite sans laisser plus d'une seconde entre chaque obtention. On retrouve aussi des mini-jeux, comme par exemple taper dans des balles pour les amener au centre d'un niveau, ou même des séquences de plateforme, où on contrôle les personnages enfants et non knights. Pour finir un monde, il faut accomplir ces 5 missions, sans choix. Contrairement à un jeu comme par exemple Mario Galaxy, qui permet aux joueurs d'avancer en finissant un nombre fixe de missions, et en rendant disponible plus de missions que ce qui est demandé au cas où il bloque, ici il faut tout faire et dans un ordre donné. De plus, il n'y a pas de checkpoint, c'est-à-dire qu'un échec ramène directement au début de la mission, des missions parfois longues de plus d'un quart d'heure. Et là où certaines personnes verront dans ça un retour à une difficulté arcade et à un vrai challenge, d'autres y verront plus un facteur de stress et de frustration dans un jeu qui pourtant gagne à être exploré et découvert à son rythme au vu de la richesse de l'univers. Un exemple tout bête, ce niveau de plateforme avec les enfants dans la ville au néon, il est vraiment magnifique, c'est un de mes moments préférés du jeu, j'adore ce niveau, j'adore la musique, et c'est une super expérience à faire une fois. Quand on arrive à 8-9 minutes de jeu, qu'on rate un saut et qu'il faut tout refaire, les faiblesses du gameplay, détachées de la fascination de la première expérience, deviennent vraiment apparentes. C'est dommage parce que quand Night se marche, c'est un jeu qui marche vraiment très bien et qui est complètement enchanteur. C'est un jeu follement créatif qui représente complètement l'identité créative de la Sonic Team de l'époque et d'Yuji Naka. Sonic va vite, Knight fait des ronds, Balan a des costumes, chaque jeu se base autour d'un seul concept porté au maximum avec lequel ils expérimentent sur la forme et les possibilités. Le souci, c'est que ces jeux concepts ont des limites, principalement dans une industrie du jeu vidéo moderne qui se détache des expériences d'arcade, très simples, pour à la place proposer des jeux longs qui, entre guillemets, on pourrait dire en valent l'argent dépensé, quoi.
C'est comme ça que chaque jeu se retrouve forcé de s'augmenter de façon forcée pour combler le vide. Dans le meilleur des cas, ça donne un jeu comme Sonic Adventure, où les différentes histoires, donc des versions alternatives des mêmes niveaux, se complètent et se renforcent les unes les autres, mais dans des moins bons cas, ça donne Knight's Journey of Dreams. Pour arriver à la vitesse grisante et au décor magnifique du jeu, il est nécessaire de subir des mini-jeux désagréables, frustrants et forcés, surtout lorsqu'ils sont insérés au milieu d'une histoire certes riche en cinématiques, pas forcément inintéressante, mais mal mise en scène, mal doublée et mal écrite. Hey, some kind of seed just fell from the tree. Really? Where? Whoa, what is this? Wait a minute! That's not a seed! It's a bomb! Ah oui, et surtout non passable. C'est-à-dire que si jamais on quitte le jeu, on est forcé d'y revenir. Comme dans Sonic Adventure d'ailleurs, on retrouve aussi un mini-jeu de création ou du moins de développement de personnages. C'est-à-dire que comme les Chao dans Sonic Adventure 1 et 2, on retrouve ces petits personnages, les Nightopians, les habitants de la ville, que l'on peut récupérer dans les niveaux pour ensuite les faire grandir dans un niveau à côté. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens, ce genre de truc. Moi, ça m'emmerde complètement. J'arrive pas à prendre le temps de m'y intéresser. Peut-être que si j'étais plus jeune, je l'aurais fait, mais je pense même pas l'avoir fait quand j'étais môme. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'en parle pour pas qu'on m'en parle dans les commentaires. Mais si vous aimez le Chao Garden, désolé, mais c'est pas trop ma came. Une autre chose qui suit Sonic Adventure, c'est aussi la dissociation entre la difficulté des niveaux et ce qui est rendu possible aux joueurs par ces mêmes niveaux. Si les premiers niveaux de Knight sont un vrai bonheur, c'est aussi parce qu'ils sont très faciles. Et du coup, on peut passer outre l'imprécision des contrôles et se laisser une plus grande place au plaisir facile de la boucle Sega. C'est-à-dire petite chose demandée aux joueurs et ensuite grand moment d'euphorie qui se laisse faire tout seul. Les derniers niveaux sont plus demandants et deviennent du coup frustrants et moins agréables, tant les failles se montrent dans le système de jeu, dans les contrôles, et l'esthétique ne suffit plus à faire diversion. Les derniers boss, qui du coup nécessitent vraiment une maîtrise du jeu et des contrôles, et qui en plus nous renvoient au tout début de la dernière mission qui prend 10 minutes lorsqu'on perd, ça peut causer des grandes frustrations. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi cette dissociation de cette boucle de satisfaction assez rapide qui marche très bien dans les premiers niveaux de Sonic Adventure ou de Knight's Journey of Dreams, qui a causé l'échec du dernier jeu de Yuji Naka, Balan Wonderworld, avec un rythme beaucoup plus lent, qui ne permet pas forcément de faire illusion et de faire apprécier aux joueurs les décors psychédéliques, pourtant toujours aussi créatifs, une fois le joueur distinct de l'attrait de la vitesse et de la fantaisie d'un jeu comme Sonic ou Knights. Mais au final, une fois le jeu terminé, qu'est-ce qui me reste en tête ? Les moments de folie. Je pense beaucoup plus au dauphin de Emerald Coast dans Adventure qu'à Mirage Kid dans Lost World. Et comme dans Knights, je me rappellerai beaucoup plus de la musique, des phases de vol, des interactions parfois assez drôles entre Knights et Reala, son rival, que des mini-jeux ennuyeux. Et même là, alors que vraiment j'y ai joué cette semaine, j'arrive pas à lui en vouloir. C'est pas un très bon jeu, mais j'arrive pas à avoir une mauvaise opinion de lui. Il y a trop de choses que j'aime dans cette expérience pour vraiment ne pas l'aimer. Et si certains niveaux, comme celui du bateau, où il faut à la fois récupérer un maximum de Nightopians tombés à l'eau, tout en allant très vite pour finir le niveau en un temps minimum, est un casse-tête sur lequel j'ai passé une demi-heure d'essais successifs, au final, je pense que je me rappellerai pas de ça. Je pense que je me rappellerai plutôt de l'esthétique des niveaux, de la fin, lorsqu'on tombe et qu'on se relève sur un thème vocal, et d'autres grands moments comme ça. Est-ce qu'on peut aimer un jeu mais détester y jouer ? C'est une question intéressante pour un autre jour, et globalement, je sais pas trop. Mais je sais que j'aime toujours beaucoup Nights into Dreams, que Knight's Journey of Dreams me laisse un bon souvenir à défaut de m'avoir laissé une bonne expérience, et que les grands moments de ces jeux-là dépassent largement leurs faiblesses, et que malheureusement, ou heureusement, surtout heureusement je pense, je n'arriverai pas à les détester. Puis quand même, Nights ça reste plus sexy que Bug quoi.